Est-ce qu'il a intérêt à rentrer le plus tard possible en campagne? Emmanuel Macron, là je parle, Patricia. Ce qui est sûr, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est tout à fait juste. Vous avez fait la démonstration qu'Éric Zemmour, pour l'instant, comble un vide. Un vide politique qui est laissé à la fois par Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat déclaré, qui est somme toute assez en retrait malgré tout, par la droite qui effectivement est encore en train de se désigner son candidat, et par une Marine Le Pen qui marque un petit trou d'air et qui est assez seule. Sur la stratégie de campagne d'Éric Zemmour, honnêtement, a-t-il besoin d'avoir un parti et des relais locaux, puisque aujourd'hui, il se rend bien compte que les médias qu'il décrit tant sont sa meilleure force de frappe, en réalité. Il y a des sondages qui le donnent, on va dire entre 12 et 15 ou 16, sans avoir le moindre militant ou presque sur le terrain. Ce qui prouve bien que finalement, il existe par lui-même sur son nom et avec sa force de frappe médiatique. Mais à un moment, une campagne présidentielle, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. On est en octobre, l'élection présidentielle est en avril, il va falloir tenir. On ne peut pas continuer l'effet de blast qui résulte à la fois de la sortie du bouquin d'Éric Zemmour, de sa potentielle candidature, l'effet de surprise un peu dans les sondages, la bête de curiosité médiatique ne va pas durer jusqu'en avril. À un moment, il va falloir égrener des propositions, il va falloir faire des déplacements, il va falloir montrer qu'il est entouré, lui aussi, au risque, d'autant plus que les autres forces politiques vont petit à petit se mettre en branle et occuper cet espace qui était laissé vide jusqu'à présent. Donc c'est là que ça va se compliquer pour Éric Zemmour, et c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, Éric Zemmour n'est pas une menace. Maxime Liédot, vous partagez cet avis? Ce n'est pas une menace aujourd'hui, Éric Zemmour? Je me méfie toujours un peu de ça, surtout quand j'entends de plus en plus les critiques qu'on adresse à Éric Zemmour sont souvent celles qu'on adressait finalement à Emmanuel Macron il y a longtemps. Oui, mais c'est une bulle médiatique, oui, mais il n'a pas de parti, oui, il n'a pas de militant. Donc ça, c'est la première chose, je m'en méfie. La deuxième chose, c'est quand on dit oui, mais quand on parle seulement de deux éléments comme l'immigration et la sécurité, de toute façon, Éric Zemmour ne peut pas faire campagne sur deux thèmes. Certes, il ne faut pas oublier quand même qu'une campagne, c'est avant tout des idées. Donc si on arrive à installer l'idée, il y a moyen qu'il graville beaucoup de voix et visiblement ça marche. La troisième chose, c'est surtout que je pense qu'il est très important de relire les livres d'Éric Zemmour, ses articles et ses interventions depuis quelques années, parce qu'on s'aperçoit que, et même si l'immigration, l'insécurité sont de véritables marottes, pour ne pas dire obsession chez lui, il y a quand même tout un pan social qu'on oublie. C'était très intéressant d'écouter attentivement et de façon critique son discours de vendredi soir, il me semble, à Lille, parce qu'il expliquait en réalité ce que Lille était un peu à l'image de la France, c'est-à-dire en déclassement, qu'on avait désindustrialisé cette partie de la France, que ça avait créé énormément de chômage. Il y a un livre de Jérôme Fouquet qui sort demain, qui est la suite de l'archipel français, La France sous nos yeux, qui explique très bien que, par exemple, depuis 2018, on a fermé plus de 936 usines de plus de 50 salariés. Ça fait 125 000 emplois. Dans une région comme Lille qui a connu ce phénomène, ça parle. Donc il y a quand même la fibre sociale. On se souvient aussi de ces analyses sur les gilets jaunes, etc. Donc je reste quand même méfiant. J'ai du mal à comprendre sincèrement l'attrait, du moins moi je ne suis pas du tout attiré par Éric Zemmour, mais je demande sincèrement beaucoup de méfiance quand on essaye de l'enfermer dans une case, parce que je pense, et ça se voit de plus en plus au fur et à mesure de ce qu'il appelle des dédicaces, il a quand même une étoffe un peu plus large qu'on veut le faire croire. Mais il n'a pas de corpus idéologique pour vous, c'est ça que vous nous dites? Ah non, notamment si, sur les justement, questions je pense qu'il en a beaucoup. Il en a un peu plus qu'on essaye de le faire croire. Si vous voulez. Il n'a pas que l'immigration et la sécurité. Je dis pas que tout est parfait, je dis pas que tout est clair. Je pense qu'il y a énormément de choses à balayer. Mais par exemple, on a critiqué à Marine Le Pen, pareil, c'est marotte. Bon, pas de chance en quelque sorte. On a bien vu que l'économie c'était vraiment pas son truc. Les quelques fois où Éric Zemmour a parlé d'économie, je dis pas que c'était un futur prix Nobel. Je dis qu'il y avait quand même une cohérence qui devrait en effrayer quelques-uns. Sur l'écologie, il défend le nucléaire, certes, mais sur le nucléaire, on peut quand même admettre que c'est en cohérence avec l'actualité du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ceux qui disent, ils critiquent la France, mais à juste titre, ils rappellent tout un listing d'éléments, c'est très bien, mais il y a autre chose dont, à mon sens, il faut tout doucement se méfier. Céline Pinet, il essaye de faire la jonction entre ce qu'il appelle la bourgeoisie de notre pays et les classes populaires. C'est cette jonction-là qu'il tente de faire, au fond, Éric Zemmour. Oui, en fait, il a un rêve, je pense qu'il a, c'est vrai qu'il a un rêve gaulliste et que du coup, il puise là-dedans parce que les éléments de langage qu'il utilise justement sur la partie bras social, pourrait-on dire, donc pas simplement son bras souverain,
puise énormément dans l'imaginaire d'un De Gaulle. Et là-dessus, il a parfaitement raison. C'est-à-dire, ce qu'il a compris, c'est que la droite avait abandonné tout l'héritage gaulliste, à la fois un pan de l'héritage social et un héritage souverainiste. Lui, il le reprend à son compte, ce qui lui permet finalement de toucher immédiatement cette synthèse que le gaullisme favorisait de lui-même. Après, la question aujourd'hui, c'est il veut quand même aller un petit peu plus loin, puisque lui, quelque part, sa dynamique politique, c'est l'union des droites. Le général de Gaulle n'était pas sur une dynamique de cet ordre. Donc aujourd'hui, il a fait un choix à un moment donné assez clair. La question, par exemple, de la République chez Zemmour n'est pas forcément très claire. Elle n'est même pas claire du tout. Pour lui, la République, c'est un temps, et ce temps-là est passé. Simplement, il considère que les Français étant encore attachés aux mots et à certaines formes, il ne peut pas l'attaquer. Il dit quelque chose de très intéressant hier quand il est avec Onfray. On lui pose la question du Frexit. Et en fait, il explique que, comme il est en train de faire cette synthèse entre un vote populaire et un vote bourgeois, il ne peut pas se positionner sur le Frexit parce qu'il perdrait forcément tout un pan de population et il introduirait de la division là où il essaie de faire de la couture. C'est vrai qu'il est prudent sur les questions de l'euro, des sorties de l'euro. Exactement. Voilà, mais en même temps, il le dit avec une forme, pas de naïveté, mais de toute façon, les Français me le passeront, qui n'est pas faux. C'est-à-dire, ce qu'on oublie, c'est que quand il y a une dynamique dans une élection, on ne demande pas à la personne de tout savoir, elle peut avoir de vraies failles importantes. Si à un moment donné, les Français ont décidé que c'était celui-là qui allait être en capacité d'agir, ils y vont. Et avec d'immenses failles, eh bien, ils les colmatent, ils se crèvent les yeux, je ne sais pas, mais en tout cas, ils y vont. Donc, Éric Zemmour peut représenter un danger. Pierre Licia ? Moi, je ne comprends pas comment on peut se revendiquer du gaullisme aujourd'hui quand on prône justement l'union des droites avec les héritiers de ceux qui ont tenté d'assassiner le général de Gaulle. Je ne comprends pas comment on peut se revendiquer héritier du gaullisme aujourd'hui quand on a ce regard-là sur les femmes dans la société, alors quand bien même on sait que c'est le général de Gaulle notamment qui a donné le droit de vote aux femmes. Sur la protection sociale, quand on sait que c'est le général de Gaulle qui a créé la sécurité sociale. Sur les instances de la Ve République, quand on sait que tout ce qu'on doit au général de Gaulle sur la Ve sur la sécurité sociale, et j'en termine là, sur le régime, hein. sur le régime. Il attaque les aides sociales, mais pas la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle, ça fait partie de la protection sociale. Et encore une fois, et j'en termine là, je ne comprends pas comment on peut se revendiquer du gaullisme quand on a tenu, comme Éric Zemmour l'a fait, les propos qu'il a tenus sur le régime de Vichy et sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont des propos profondément révisionnistes. Et ça n'a choqué personne. On le lui passe. Ce qu'il a dit sur les Juifs, ou ce qu'il a dit, il n'y a pas que les Juifs, il y a aussi ce qu'il a dit sur les enfants de l'école Ozar Torah à Toulouse, qui est franchement... ont été inhumés en Israël après avoir été abattus par Mera. Finalement, ils réagissent comme les terroristes en allant inhumer leurs enfants ailleurs qu'en France. C'était abominable à entendre. Ça n'a pas imprimé. C'est-à-dire que la même population qui a entendu cela le laisse aujourd'hui expliquer qu'il est l'héritier de De Gaulle, et elle ne fait pas la synthèse de tout ça. Parce que quand on désire quelque chose, on devient aveugle au réel. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On regardera ce qui se passe à gauche. Oui, à gauche. Que se passe-t-il du côté du Parti Socialiste ? Réponse dans un instant dans Punchline. À tout de suite.